tournant des années 2000, un bruit court encore dans les cercles étudiants de Strasbourg. Les cadavres utilisés pour les exercices de dissection des cours d'anatomie de l'université de médecine seraient ceux de juifs assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Légende urbaine, réalité historique, un témoignage publié dans le Monde diplomatique tend à confirmer cette rumeur. C'est la libération. Je suis étudiant en médecine, première année. J'entre dans la grande salle d'autopsie, je m'apprête à commencer la dissection du cadavre. Je m'aperçois que tout son corps est parcouru de profondes meurtrissures. Il est circoncis. À titre de curiosité, je me mets à parcourir toute la salle de dissection en m'arrêtant attentivement devant chaque table. Tous les cadavres, hommes et femmes, sont profondément marqués par des coups. La plupart des hommes sont circoncis. Je retourne à ma place. Je suis dégoûté. J'ai envie de vomir. À l'origine de cette rumeur, il y a une découverte macabre faite le 1er décembre 1944 par les Alliés qui viennent de libérer l'Alsace. Annexé depuis 4 ans par le Troisième Reich, Strasbourg est tombé comme par surprise, presque sans combat. Les troupes sont entrées dans une ville fantôme. Un groupe de soldats français qui s'enfonce dans les sous-sols de l'Institut d'anatomie de la faculté de médecine, qui était jusqu'alors sous contrôle nazi, découvre plongés dans des cuves d'alcool les restes de 86 corps, entiers ou découpés en tronçons, affreusement mutilés et rendus méconnaissables. Si la présence de cadavres dans un institut d'anatomie est normale, le traitement qui semble avoir été réservé à cela est pour le moins inhabituel. Une enquête est ouverte, et la presse du monde entier dénonce bientôt un crime abject. Ces corps seraient ceux de cobayes humains, utilisés par un certain docteur Hirt, un médecin nazi qui mena des expériences médicales au Struthof, un camp de concentration méconnu, situé sur l'actuel sol français. Mais une information en temps de guerre en chassant une autre, ce crime se perd bientôt dans les mémoires, jusqu'à être oublié pendant plus de 60 ans. Que s'est-il passé exactement? Il aura fallu attendre ces dernières années et le travail obstiné de quelques chercheurs et historiens pour que toute la lumière soit faite sur cette histoire qui apparaît aujourd'hui comme celle de l'un des pires crimes du Troisième Reich. Un crime idéologique qui résume à lui seul l'ensemble du projet nazi. Un crime commis au nom de la science. Une science au service du mal. Tout commence le 23 novembre 1941 à l'inauguration de la nouvelle université du Reich de Strasbourg. L'Allemagne nazie vient d'annexer l'Alsace et sa capitale, Strasbourg, est redevenue allemande, comme elle était avant la Première Guerre mondiale. Hitler a passé le Rhin le jour anniversaire du traité de Versailles et visité au petit matin une ville que l'Exode a abandonnée aux soldats. Le Führer se rend en personne à la cathédrale de Strasbourg dont les cloches sonnent le glas de la République en terre alsacienne. À son état-major autour de lui rangé, il prophétise « Nous garderons la plaine d'Alsace pour toujours dans le Reich ». Et la toute nouvelle université qu'il veut créer à Strasbourg a un rôle central à jouer dans cette perspective. Son inauguration ce 23 novembre 1941, sous l'œil des nombreuses caméras de la propagande, devient donc un événement à la fois médiatique et politique, mais aussi historique et scientifique. L'Allemagne a commencé, même avant la guerre, à annexer des territoires. Elle a d'abord annexé l'Autriche et puis ensuite elle a annexé
une partie de la Tchécoslovaquie, donc la Bohème-Moravie. Et à ce moment-là, elle a créé une Reich-Université de Prague. Ensuite, quand elle a annexé la partie occidentale de la Pologne, elle a créé la Reich-Université de Poznan. Et quand elle a occupé la France, elle a prévu une annexion de l'Alsace à la province de Bade et créé la Reich-Université de Strasbourg. Il faut comprendre que dans l'esprit des nazis, ces Reich-Universités devaient être des éléments pilotes, en quelque sorte, de l'enseignement de la science allemande dans les régions récemment annexées. Donc des zones où l'on mettrait les meilleurs universitaires pour développer justement les idéologies de la science allemande, de la science nazie. Le nazisme se fonde sur des postulats qui appartiennent à la culture scientifique du temps. Enfin, du temps, j'entends par là, de l'Europe depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Le développement de la médecine, le développement de la médecine virale, de la médecine bactériologique, le développement de l'anthropologie, le développement des sciences de la nature en général, de la biologie, de la génétique, etc. Et sur ce socle de culture scientifique, les nazis bâtissent une théorie politique, une vision de l'homme, une vision de la cité, une vision du groupe humain, et une vision de l'univers, si vous voulez, et de l'histoire, une vision des trois temporalités, qui se prétend scientifique. Donc, si science nazie il y a, c'est une science strictement particulariste, qui prend pour principe et pour fin, c'est-à-dire que pour socle et pour objectif, la seule prospérité, la seule survie et la seule puissance de la race nordique, germanique-nordique, allemande, selon les termes qui varient d'une source à l'autre. Grâce à ces universités de pointe et à cette idéologie à prétention scientifique, le nazisme, dont Hitler disait qu'il était une biologie appliquée, accueille et recrute en masse les médecins qui deviennent rapidement l'une des professions les mieux représentées au sein du NSDAP. Les médecins vont trouver dans le national-socialisme, qui est, je le répète, une biologie appliquée, la possibilité d'arriver, en quelque sorte, au premier rang sur la scène de la science, ce qu'ils n'occupaient pas auparavant. Ils étaient vraiment intégrés dans leur discipline. Là, véritablement, il va y avoir une fusion entre la politique et la médecine, qui va leur permettre d'être à la fois dans l'idéologie nationale-socialiste et à la fois des maîtres dans leur discipline, en tout cas dans l'Allemagne nazie. Donc il y a une double séduction du national-socialisme vers ses médecins et séduction du national-socialisme par ses médecins qui lui permettent de justifier toutes ses activités et en particulier dès avant même 1939 ses activités criminelles. Le jour de l'inauguration de l'Université du Reich de Strasbourg, parmi les 28 nouveaux professeurs, sélectionnés pour leur excellence mais aussi pour la ferveur de leur engagement idéologique, se trouve August Hirt. Âgé de 43 ans, c'est déjà un anatomiste reconnu, que sa réputation précède et dont le caractère tranché laisse un souvenir profond. Je l'ai considéré, je n'étais pas le seul, comme un excellent professeur d'anatomie. D'ailleurs, tout le monde savait, et il était reconnu en Allemagne et même en dehors d'Allemagne, comme un excellent anatomiste. Mais pour le reste, c'est un homme qu'on exécrait, ça c'est clair. Mais pas comme enseignant, comme homme. Et d'ailleurs, je me souviens que, et ça montre un peu la finesse d'esprit de l'homme. Un jour, Hirt, dans le cours, dit, je vais d'abord le dire en allemand, Die Weiber scheren sich nach hinten, ich mag diesen Menstruationgeruch nicht. Ça veut dire, les étudiantes, en fait, je dirais presque les femelles, se mettent tout derrière, je ne supporte pas cette odeur de menstruation. August Hirt est un personnage qui est, à mon avis, parfaitement caricatural, représentatif de ce qu'est un authentique national-socialiste. Il est de famille suisse, mais il est né en Allemagne, en 1898. Il est vraiment très allemand dès le début, puisqu'en 1914, il s'engage à 16 ans
dans l'armée impériale allemande. Il est grièvement blessé au visage, dont il gardera d'ailleurs de nombreuses cicatrices, et il est réformé en 1916 avec la croix de fer. Pour quelqu'un comme August Hirt, la défaite et le traité de Versailles représentent un traumatisme majeur. Parce qu'en Allemagne, on s'est battu en croyant vaincre, on a été vaincu, on s'est battu et on est mort pour rien. Et pour moins que rien, à vrai dire. Puisque le traité de Versailles affaiblit considérablement l'Allemagne en retirant à l'Allemagne 15% de son territoire et 15% de sa population. Alors, pourquoi est-on mort? Pour perdre, pour plus que perdre. Et on est mort également on s'est battu et on est mort dans un contexte où il n'y a plus de sens au sacrifice humain, au fond. Dieu, en Allemagne, comme un peu partout en Europe, a tendance à partir sans laisser d'adresse à cette époque, un phénomène de sécularisation, de déchristianisation. On croit de moins en moins en Dieu, donc mourir pour Dieu, ça c'est plus tout à fait d'actualité. Pour la patrie, il n'y a plus de patrie. Pour le Kaiser, il n'y a plus de Kaiser. Comment faire? Comment retrouver un sens dans tout ça? Ce sens perdu, August Hirt le cherche un temps dans la médecine. Il s'absorbe pendant 10 ans dans des études longues et difficiles. Il va consacrer toute cette période jusqu'en 1933 à des études de médecine. De médecine et d'ailleurs très directement d'anatomie comparée, puisqu'il fait sa thèse sur l'anatomie comparée des sauriens. Et puis, il va faire de nombreuses publications d'embryologie. Donc, il est certain que jusqu'à l'arrivée du pouvoir d'Hitler, sa préoccupation principale, c'est le travail, c'est la création d'une carrière médicale où il va vraiment exceller dans ce domaine. Mais Hirt n'en reste pas moins attentif aux événements politiques qui agitent l'Allemagne des années 20. Et il voit lui aussi dans le nazisme une réponse complète et globale à ses différentes préoccupations. Il est assez tôt séduit par l'idéologie nationale-socialiste. Sinon, dans le parti qu'en 1937, il était déjà membre de la SS dès 1933. Et là, on peut effectivement... il y a une différence à faire. Parce qu'une adhésion à la SS, c'est une adhésion à mes yeux, qui a un sens idéologique bien plus profond qu'une adhésion au parti, qui peut sembler, pour beaucoup, c'était le cas pour beaucoup d'universitaires, de pur opportunisme, puisqu'il était obligatoire d'être dans le parti pour avoir une chaire à l'université. Il avait déjà franchi le pas, et de manière bien plus dure et bien plus importante, dès 1933. Mon honneur s'appelle fidélité. Si le serment de la garde prétorienne d'Hitler est un serment d'allégeance au Führer, c'est d'Heinrich Himmler, le chef suprême de la SS, qu'August Hirt se sent le plus proche. Himmler a une vision du monde nazi, essentiellement nazi, avec quelques inflexions, quelques spécificités personnelles. Ce qu'il partage évidemment et éminemment avec quelqu'un comme Hitler, mais aussi avec quelqu'un comme August Hirt ou d'autres scientifiques, c'est l'idée sur laquelle il y a des races, elles ne doivent pas être mélangées, qu'elles sont hiérarchisées, que la race germanique est créatrice de toute culture, etc. Bon. Et qu'elle est appelée à un destin manifeste, et que pour assurer ce destin manifeste, il faut lui donner les moyens de sa subsistance par la conquête d'un espace vital et par la mise en esclavage de populations allogènes et la destruction de son ennemi bactériologique qui est l'ennemi juif. Ça, c'est quelque chose qui est commun à tous ces gens-là. August Hirt, qui devient bien vite l'un de ses protégés, incarne aux yeux du Reichsführer l'archétype du médecin SS. Soldat avant d'être médecin. Fanatique avant d'être scientifique, raciste avant d'être praticien. C'est d'abord l'idéologie SS qui l'imprègne. Donc un racisme très singulier qui est en quelque sorte la quintessence de l'idéologie nationale-socialiste, et c'est dans cet esprit qu'il s'inscrit. Il cherche à gravir des échelons à l'intérieur de la SS, puisqu'il va finir Obersturmbannführer, c'est-à-dire commandant, ce qui est quand même un titre assez élevé dans la hiérarchie SS.